les passions aident-elles à vivre? Thèse, la volonté se nourrit des passions. Elles sont le moteur de la connaissance. Elles donnent à la vie toute sa saveur. Antithèse, les passions sont mortelles. La raison qui en est l'esclave est prête à tout leur sacrifier, y compris la vie. Thèse, les passions font vivre. En effet, ce sont les passions qui poussent l'homme à accomplir de grandes choses. Elles sont l'aiguillon de la vie. Un homme sans passion est un homme pour qui l'existence n'a aucune consistance. Premier argument, la passion nourrit notre volonté de connaître. Dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau écrit « Nous ne cherchons à connaître que parce que nous désirons de jouir. Et il n'est pas possible de concevoir pourquoi celui qui n'aurait ni désir ni crainte se donnerait la peine de raisonner. En effet, l'animal, qui est dénué de passion, se contente de subsister. » Deuxième argument, l'homme n'est pas de marbre, mais de chair et de sang. Erasme reproche à Sénèque de penser qu'un homme sage doit être exempt de passion. Ce faisant, écrit-il dans Éloge de la folie, il fabrique un démiurge, un nouveau dieu, qui n'existe nulle part et jamais n'existera. Disons mieux, il modèle une statue de marbre, privée d'intelligence et de tout sentiment humain. Ce sont les passions qui nous poussent à vouloir vivre. Plus l'homme est passionné, plus forte est sa volonté de vivre. Nos passions, dit encore Rousseau, sont les principaux instruments de notre conservation. Émile. C'est bien l'être sans passion qui, dans l'adversité, préfère mourir plutôt que de se battre. En bref, les passions attisent notre désir de vivre. Sans elles, il serait bien difficile de donner un sens à notre existence et de lui trouver une quelconque saveur. C'est bien plus l'absence de passion qui fait mourir. Antithèse, les passions font mourir. En effet, les passions, livrées à elles-mêmes, ne connaissent aucune limite. Rien ne peut jamais réellement les satisfaire, sinon la mort. Elles rongent l'âme de l'intérieur et finissent toujours par l'anéantir. Premier argument, l'homme passionné est l'être de la démesure. Autant les besoins naturels de l'homme sont limités, autant ses passions sont sans limite. Voilà ce qui les rend si dangereuses. Le tyran sanguinaire ne parvient jamais à étancher sa soif de pouvoir et de sang. L'histoire fournit de nombreux exemples de princes qui ont ruiné leur pays pour satisfaire leur orgueil démesuré. Deuxième argument, la passion est la négation de la vie. L'amour heureux n'a pas d'histoire, écrit Denis de Rougemont dans L'amour et l'Occident. Seul l'amour passionné, tragique, celui de Roméo et Juliette, par exemple, en a une. Il n'est de roman que de l'amour mortel. L'amoureux fou n'aime en fait personne. Il n'aime que l'amour. Cet amour n'a qu'un terme, la mort. Elle seule peut mettre fin à une quête impossible, puisque sans objet. Troisième argument, la passion est une maladie de l'âme. La passion, pour Kant, est une maladie de l'âme, qui exècre toute médication. Anthropologie du point de vue pragmatique. Voilà en quoi elle est mortelle. L'amoureux aime sa passion, même si elle le fait souffrir. Il ne veut pas guérir et préfère encore mourir. Il existe un point commun entre tous les passionnés. Ils meurent de ne pas pouvoir vivre sans leur passion. En bref, comme la passion de l'ambitieux, de l'avare, celle de l'amoureux n'a pas de limite. Les passions ne conduisent pas à la plénitude, mais au manque. Elles ne peuvent dès lors s'achever que dans la mort. Synthèse. Il existe des passions positives, constructives, et des passions négatives, destructrices. La passion du musicien pour son art, malgré toutes les souffrances, les servitudes qu'elle peut lui imposer, n'aboutit pas au néant, à la mort, mais à la création, laquelle est en soi un acte de vie. L'amour-passion, tel que le définit Denis de Rougemont, est un amour pervers, dans la mesure où son objet n'est pas autrui, reconnu en tant que personne, mais un idéal, une abstraction. L'on peut dire que toute passion conduit à la mort dès l'instant où son objet n'est plus limité par l'existence d'autrui. C'est ainsi que l'avare aime au travers de son or ce qu'il aimerait inconsciemment qu'autrui lui donne. Amour, amitié, reconnaissance. Mais l'or n'a pas d'âme, et l'avare croit qu'en en possédant plus encore, il obtiendra enfin ce qu'il désire. Lui dérober son trésor, c'est lui ôter sa vie. Note et commentaire. Perversion. Selon Gilles Deleuze, le pervers est celui en qui a disparu ce qu'il appelle dans son livre « La logique du sens » la structure autrui. Et donc pervers, tout amour qui ne s'adresse plus, qui est devenu incapable de s'adresser à une personne en chair et en os, et qui se prend lui-même pour objet.
Citation. Il tenait à vous et il tient à nous d'ôter leur caractère épouvantable aux passions et de les infléchir en sorte qu'elles ne se changent pas en torrents dévastateurs. On ne doit pas gonfler ces bévues en fatalités éternelles. Il faut plutôt vouloir, nous le ferons, coopérer honnêtement à la tâche de transformer toutes les passions souffrantes de l'humanité en autant de joies passionnées. Nietzsche, Humain trop humain.